Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. La coopération entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles International se renforce. Le comité conjoint d'accompagnement chargé du suivi du programme de travail 2019 et 2023 s'est réuni à Cotonou. La rencontre qui s'est tenue dans la salle CODIR au ministère des Affaires étrangères de la coopération est une revue à mi-parcours de la mise en œuvre des projets conjoints. Ensuite, la direction de la protection juridique et judiciaire du ministère de la Justice et de la législation appuie les élèves en éducation sexuelle. Le directeur et une professionnelle de santé adaptée à l'enfance ont fait un tour de sensibilisation dans les 3 collèges d'enseignement général. La tournée a parcouru 6 différentes communes avant d'échouer ce lundi au siège 1 de Comé. Ensuite, pour finir, la 8e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Bénin, s'est ouverte ce lundi à Cotonou. Elle est organisée du 7 au 9 novembre 2022 avec plusieurs points à l'ordre du jour. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Justement, par diplomatie, le comité conjoint d'accompagnement chargé du suivi du programme de travail 2019 et 2023 de coopération entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles International s'est réuni à Cotonou. La rencontre qui s'est tenue dans la salle CODI au ministère des Affaires étrangères et de la coopération est une revue à mi-parcours de la mise en œuvre des projets conjoints. Enfin, le compte rendu avec Ali Moumouni, Rachidi Soubirou. Étape importante de l'exécution des projets du programme de travail 2019-2023 de coopération entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles International. Le comité conjoint d'accompagnement se réunit pour faire un état des lieux des activités menées. C'est la 2e session en présentiel qui se tient avec les représentants de Wallonie-Bruxelles et des différents ministères sectoriels concernés par les différents projets. Cette revue à mi-parcours permettra à nos 2 parties de mieux ancrer notre partenariat dans la réalité quotidienne et de l'ouvrir aux nouvelles priorités du gouvernement du Bénin en matière de développement et de bien-être social. Pour le programme de travail 2019-2023 de coopération entre Bénin et Wallonie-Bruxelles International, 16 projets sont actuellement en cours d'exécution, lesquels sont répartis entre autres dans les domaines de l'eau, du patrimoine, de la culture, du tourisme et du renforcement du capital humain, précisément la protection des enfants. Je voulais aussi vous rappeler que nous avions d'autres projets, entre autres avec l'APFE, qui est l'agence de coopération internationale des gouvernements francophones et de Wallonie-Bruxelles International. Et actuellement, l'APFE soutient des projets avec bien sûr un autre agenda que celui-ci dans le domaine de l'appui à l'entrepreneuriat féminin et au renforcement des compétences des acteurs de l'éducation. Il faut souligner que cette session exprime la volonté du Bénin et de Wallonie-Bruxelles International de maintenir un creuset permanent d'échange. La rencontre a également permis aux 2 parties de discuter sur les perspectives de la coopération, notamment sur le processus de définition du prochain programme 2024-2027. Le climat d'insécurité et de terreur aura sans doute duré, mais c'est un début de soulagement pour les étudiants et les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi et qu'ils vous souviennent à travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique siffle la fin de la récréation en demandant aux fêtières des organisations étudiantines de mettre fin immédiatement en leur sein à l'existence des groupes appelés étudiants soldats. Et ces groupes qui entretiennent des scènes de violence sur le campus. Alors que pensent les enseignants de cette décision du gouvernement? Une de nos équipes de reportage conduite par Idrissou Boukari a cherché à le savoir. Voici le reportage. À travers ce communiqué en date du 21 juin 2022, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, prend enfin ses responsabilités face à une situation qui devient invivable. Le document invite en effet à la cessation immédiate de l'organisation des formations paramilitaires des étudiants soldats sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ce haut lieu de savoir qui vit au rythme et au bon vouloir des groupes d'étudiants constitués en brigade fédérale, brigade rouge ou encore code. Voyez le nombre que les étudiants font dans un amphithéâtre.
Et un enseignant qui se présente et qui a devant lui donc des gens qui sont habillés, vous avez sergent tant, colonel tant, mais j'ai dit, ça veut dire que nous sommes à leur merci. Ils sont organisés en milices universitaires pour seul but de terroriser vraiment le personnel du campus, notamment les étudiants qu'on peut mettre à genoux, donner des coups de palmatoire comme un parent qui éduque son enfant, chicoter les étudiants, et si vous êtes résistant, vous risquez d'être poignardé. Et cette violence a continué pendant un certain moment. Le temple du savoir, lieu d'apprentissage et de promotion de l'excellence, est devenu un no-man's land dans un état de droit. Pendant plusieurs mois, la terreur a régné et les programmes académiques ont été perturbés. Ces images restent pour le moment les preuves des scènes de violence sur les étudiants et les enseignants sur le campus. Ce sont les étudiants, vous voyez ça, qui viennent ici avec des armes blanches pour se blesser. Vous voyez, ce sont nos étudiants, ça. Voilà. L'examen qu'ils ont perturbé, ils ont mis des briques, ils ont barricadé la porte du service de la scolarité. Les voilà ici en mouvement. Vous voyez. Vous imaginez qu'on vous appelle, on vous dit, vous êtes monsieur Aïssou? Oui, vous avez votre fille, mademoiselle Denise Aïssou, qui a été poignardée, qui est amenée à l'hôpital. Venez vite. Et quand vous venez, vous apprenez que votre fille est morte. Pour la simple raison qu'elle est partie à l'université étudier. Lorsqu'ils mettent des bidons devant mon bureau à moi, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? En plein conseil de discipline. Je dis, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? Le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. La dernière en date, c'est le 6 juillet, où il y a eu carrément un carnage au restaurant universitaire. La lutte estudiantine prend une autre dimension ces derniers mois sur le campus d'Abomey-Calavi. Agression, séquestration, menaces et intimidation, tous les moyens sont utilisés par ce qu'on appelle ici les milices, un lieu où la sécurité est menacée, alors que plus de 15 000 mineurs s'y rendent quotidiennement à la quête du savoir. Et les jeunes n'arrivent pas à venir dans les restaurants, ils ont peur. Les filles également ont peur de venir dans les restaurants parce que tout le temps, ce sont des bagarres entre ces groupes dont vous parlez. Aujourd'hui, la couche juvénile et la couche estudiantine est très jeune. Donc, il y a certains qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais assisté à des bagarres. Quand ils assistent pour une première fois à une bagarre, c'est fini. Ces étudiants refusent de fréquenter les restaurants, de prendre les bus. Le comportement qu'on observe ces derniers temps, on n'a jamais observé ce genre de comportement où les étudiants là se déplacent. Ceux qui disent qu'ils sont partis de ces groupes paramilitaires se déplacent avec des armes blanches, agressent les étudiants, surtout les étudiants filles, les agressent, ils vont dans les salles pour perturber les cours, agresser même les enseignants. Ces groupes d'étudiants seraient formés par des anciens policiers et militaires sur le campus. Mais comment sont-ils financés pour mener leurs activités? Le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi apporte des clarifications. Les organisations étudiantines ne reçoivent plus de subventions directement du COUSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Ils ont des sobriquets. Certains s'appellent Sniper, d'autres le Venin, quelqu'un s'appelle Tue-le, ainsi de suite. Je pense que ça ne peut pas se passer sur un campus qui se respecte et qui ambitionne vraiment de se hisser au niveau des standards internationaux. La sérénité revient progressivement dans les amphithéâtres. À la faculté des sciences économiques et de gestion, les compositions ont repris et pour le moment se déroulent dans le calme. De son côté, la directrice du COUSACE poursuit la discussion avec les responsables d'étudiants pour assurer la quiétude des usagers du campus. Pour sa part, le rectorat qui salue cette décision du gouvernement prend des dispositions pour assurer son application effective dans tous les compartiments de l'université d'Abomey-Calavi.
Et puis nous allons évoquer un autre phénomène. Le transport en commun via les minibus est aujourd'hui l'un des plus économiques, communément appelé Tokpa au Bénin. Ce type de transport, souvent peu confortable, permet aux populations de rallier leur destination à peu de frais. Mais les conducteurs de ces minibus sont de véritables fléaux sociaux dans la circulation routière. Ils sont très peu respectueux du code de la route et sont souvent responsables d'accidents. Une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans l'univers des Tokpa. Voici le reportage signé Ulrich Gaba Riganti. Baka en Côte d'Ivoire, Trotro au Ghana et Tokpa au Bénin. Le phénomène des minibus envahit la sous-région. C'est l'un des moyens de transport en commun les plus populaires. Il reçoit tous les âges et toutes les catégories de clients. Il est défini comme l'un des taxis les moins chers parce que ses tarifs sont à la portée de toutes les bourses. Les dames du marché, les gens qui vont au marché aller payer, les étudiants du campus, bon, c'est des gens comme ça un peu que nous prenons. On choisit Tokpa parce que c'est à la portée de toutes les bourses avec ce qui se passe. On ne vend pas. Et puis la facilité avec Tokpa, c'est mieux, on dépense moins. De Tokpa à Calavissi, c'est 300. Donc des fois, certains clients disent non pas 300, ils négocient, on les prend 250 ou 200 des fois. Aller-retour, ça nous fait 600. Maintenant, si tu veux descendre à Aconville pour rentrer chez toi, si c'est pas loin, moi par exemple, si je pars et je reviens, je dépense 800. Alors qu'avec le taxi, je risque de dépenser plus de 1500. Malgré leur coût relativement bas, les minibus Tokpa sont peu courtois dans la circulation routière. Souvent vétustes et sans aucun confort, ils sont passés maîtres dans l'indiscipline et le non-respect du code de la route. À la quête de clients, ils s'arrêtent n'importe où et n'importe comment, sans se soucier des autres usagers de la route. Ce qui occasionne dans bien des cas des accidents parfois graves. Des fois, quand les policiers les attrapent sur le trottoir, ils viennent sur le pas. Et maintenant, comme on ne les attrape plus, ils restent en haut là-bas pour pouvoir charger les clients. Il faut qu'on les mette sur l'autre parce qu'il y a trop de jeunes qui sont dedans aujourd'hui maintenant qui ne savent pas prendre un passager, il faut aller sur le gare. Ils ne savent pas. Le problème est que pour conduire seulement, vous allez pour chercher ce qu'il veut actuel. C'est vrai qu'on veut bien qu'on régularise un temps soit peu cette situation-là, surtout au temps de Covid maintenant, si la police peut être un peu plus rigoureuse, parce qu'ils nous prenaient 250. Mais quand le Covid est venu, ils nous ont dit que il y aura moins de passagers. Donc on va commencer par payer 300. Et c'est ce qu'on a commencé. Néanmoins, ils ne respectent pas la distanciation. Pour les chauffeurs et les responsables syndicaux de ce secteur, les chargements et déchargements hors des parcs sont dus au fait que les clients préfèrent attendre les bus aux abords des voies. Les parcs sont souvent vides et pour rentabiliser sa journée, le conducteur se retrouve dans l'obligation de faire le trottoir à la quête de passagers. Jusqu'à présent, je suis au niveau du parc actuellement. Jusqu'à l'heure là, je n'ai pas encore trouvé de passagers et tout est bouleversé encore. Si on ne trouve pas les passagers sur le parc, c'est en roulant sur la voie, c'est en ce moment-là que nous, les véhicules Tokpa, nous trouvons des passagers à prendre. Je ne veux pas qu'on les attrape, mais il faut qu'on les sensibilise un peu pour qu'ils reviennent sur le parc. Sinon, moi, quand je parle, c'est à cause des accidents que moi je parle. Passagers, chauffeurs et responsables syndicaux de parc sont tous conscients de la délicatesse de la situation. Ils espèrent un réaménagement organisationnel au sein de la corporation pour la rendre plus respectueuse du code de la route.
Je vous l'ai annoncé en titre, la direction de la protection juridique et judiciaire du ministère de la Justice, de la législation appuie les élèves en éducation sexuelle. Le directeur et une professionnelle de santé adaptée à l'enfance en faire un tour de sensibilisation dans 3 collèges d'enseignement général. La tournée a parcouru 6 différentes communes avant d'échouer ce lundi au CG1 de Comé. Précision avec William Cliquant et Dérompévi. Tournée dans 6 départements du Bénin. À raison d'une commune par département, les établissements secondaires vont accueillir la délégation de la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance. La randonnée commence par le lycée des jeunes filles de Ouida et le collège d'enseignement général 1 de Comé. À chaque étape, le message est le même. La loi protège la fille, mais ce n'est pas une raison pour elle de piéger les jeunes garçons et les enseignants. Les élèves sont donc éduqués dans leur ensemble à la sexualité responsable pour un meilleur avenir. Quand on sait que de 2016 à 2021, il y a eu suffisamment de cas de grossesse scolaire dans nos établissements, on s'est dit que la meilleure manière de sensibiliser nos enfants, de les aider à se réaliser et à pouvoir se construire dans le temps, c'est de leur parler des conséquences d'une sexualité mal vécue, de pouvoir les exhorter à rester plus longtemps à l'école en leur parlant des lois, bien entendu. Ce sur quoi nous avons insisté, c'est qu'une sexualité précoce n'est pas sans conséquence sur la santé de l'enfant, que ce soit sur la santé physique que sur la santé psychique. Sur la santé physique, ça va être les grossesses indésirées, les infections sexuellement transmissibles. Sur la santé psychique, ça va être une perte de l'estime de soi, ça va être des traumatismes, ça va être des abus, des viols. L'initiative est la bienvenue chez les acteurs de l'école au Bénin, déjà rudement éprouvés par le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Nous comptons 2840 élèves au total et je crois que la plupart de ces élèves ont été touchés par vos messages de ce soir sur la sexualité. C'est des enfants déjà qui, avec leur masse là, s'intéressent déjà à la chose et votre passage pouvait un temps soit peu les amener à se reposer des questions, à se remettre en cause pour savoir s'ils sont sur vraiment le bon chemin. Nous avons chaque année au minimum 7 à 12 cas de grossesse. Quand ça ne se passe pas entre élèves eux-mêmes, c'est avec peut-être le soudeur, l'apprenti électricien, le fondeur. J'ai compris qu'on doit se méfier des rapports sexuels, surtout en tant qu'élève. Le fait de pratiquer ou bien de faire les rapports sexuels, ça engendre des conséquences. Et l'on a vu que de ne pas laisser son corps, si on est une jeune fille, de ne pas laisser son corps aux garçons et pour faire tout ce que les garçons veulent. Les autres points d'étape sont Semepoji, Boikon, Parakou et Natitengu. Eh bien, vous connaissez certainement le phénomène des enfants soldats, le phénomène des enfants qu'on utilise dans des marchés, des ateliers, des carrières de sable pour des travaux forcés. Mais vous êtes bien loin d'imaginer qu'il existe également le phénomène des enfants cambrioleurs. C'est ce que vous verrez dans un instant. C'est un fait inédit qui a vu le jour et commence à inquiéter plus d'un des mineurs qui, pour la plupart, ont abandonné les classes, se sont trouvés un autre job. Ils sont recrutés et formés par des repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques et magasins. Les victimes sont nombreuses et l'on se pose des questions sur l'émergence de ce phénomène qui dévoile un autre visage de l'insécurité. Nous sommes à Rouegbo, l'un des arrondissements de la commune de Tofor, à une 60aine de kilomètres de Cotonou. Comment opèrent-ils? Comment sont-ils récompensés ou comment la situation est vécue sur place à Tofor? Voici le reportage. L'efficacité du dispositif sécuritaire de la police républicaine donne une autre dimension à l'insécurité dans certaines régions du Bénin. À Rouegbo, un arrondissement de la commune de Tofor dans le département de l'Atlantique, c'est un phénomène qui a vu le jour et provoque des inquiétudes dans le rang des populations. Des repris de justice qui recrutent des mineurs, les forment et les envoient à mission. Cambrioler les maisons, boutiques, magasins et autres et ramener le butin à leur patron. Comme les forces de l'ordre ont commencé une traque contre les personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là, eux-mêmes, ils ne vont plus sur le terrain opérer. C'est des enfants qu'on forme aujourd'hui, qu'on envoie
sur le terrain pour aller commettre les forfaits. C'est là que c'est un peu dangereux parce que les enfants, on ne les attend pas sur ces genres de situations. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en majorité récupérés par la police sur les actes où les forfaits sont commis. Même la fois dernière, ils avaient enfoncé la porte d'une dame, ils ont volé 900 000. Et on a monté la sécurité jusqu'à ce que le gars, il a fui d'ici. Même il y a un gars, même la fois dernière, on l'a arrêté et c'est lui qui est chargé de former les petits-enfants. Il les forme, il les envoie à la mission chaque nuit. Il les envoie à la mission et il rapporte. Ce qu'il rapporte maintenant, c'est lui qui s'en charge pour vendre ça. La formation serait rigoureuse pour minimiser les risques, nous a-t-on appris. Selon les informations recueillies, les enfants les plus exposés à cette pratique sont ceux qui dorment dans les ateliers loin de leurs parents. Parmi les 4 enfants appréhendés par le commissariat de Rouegbo dans le dernier cas en date, le fils d'un agent de la police républicaine. Le mode opératoire pour dépouiller leurs victimes est inimaginable. Pour voyager dans 3 jours, à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à acheter les acides dans une nuit. Et dans la nuit, on fait comme ça. On enlève des choses là. Le lendemain, on achète ça. 2 jours, on trouve une trou pour mettre les enfants dedans. Si on veut que les enfants rentrent dedans, ils ouvrent bas là-bas. Et on met, comment disons, on prend les choses. Mais nous ne savions pas ce qui se passe dans la nuit. Peut-être que ça existait bel et bien, mais personne ne savait si ça se pratiquait. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce commissaire qu'on a réellement découvert qu'il y a une autre forme qui se prépare à l'horizon. Et ça là, ça nous met tous à terre. Si on met les jeunes aujourd'hui devant pour pouvoir le faire, c'est qu'on ne saura pas qui est qui. Parce qu'un malfrat, il faut savoir, c'est à un certain âge qu'on peut appeler quelqu'un malfrat. Mais aujourd'hui, si on dit les mineurs sont rentrés dedans, c'est que nous sommes cuits. C'est des cas récurrents dans la communauté. Quand nous nous référons à ce cas, c'est des enfants qui vont même jusqu'à cambrioler des boutiques. Des boutiques de vente d'habits, de vêtements. Ils vont même défoncer les portes et cambrioler ces boutiques-là. Ils vont même jusqu'à voler des motos. Des enfants de 8 ans qui vont jusqu'à voler des motos. Vous vous en rendez compte? Avec l'émergence de ce phénomène, à qui incombe alors la responsabilité? Les coupables désignés ici, ce sont les parents de ces enfants qui, pour la plupart, ont abandonné les classes. Des séances de sensibilisation sont déjà organisées à leur profit par le chef d'arrondissement qui, conjointement avec le commissaire, travaille pour créer un environnement favorable au développement de la localité. Et dès ma prise de service, avec l'arrivée de ce nouveau commissaire, on a convoqué tous les propriétaires pour nous donner des informations sur les nouveaux locataires et tout. On a sensibilisé les parents, on l'a fait. Et à chaque fois, quand il y a une situation, c'est les parents même qui nous informent, il y a tel ne marche pas, tel ne marche pas. C'est le lieu de remercier tous les chefs villages de Rouegbo qui sont en veille permanente pour pouvoir lutter contre ce fléau. Présentés au procureur, les enfants apprentis cambrioleurs ont été libérés et leurs formateurs déposés une fois encore en prison. Face à la délicatesse de ce phénomène qui vient de clore, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour l'étouffer avec des mesures d'accompagnement des enfants en situation difficile. Dans la suite de ce 13h Bénin, en prélude aux élections de janvier prochain, le préfet des collines a lancé une série d'activités en vue de sensibiliser les populations pour la paix et la cohésion sociale. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne du processus de pacification entamé depuis plusieurs mois et qui est conduit par l'autorité préfectorale. Les séances ont démarré par les communes de Savès et de Bontet. Elles ont été l'occasion d'installer les comités de pacification dans les arrondissements. Voici les détails. Le processus entamé depuis plusieurs mois se poursuit dans les différentes localités concernées dans le département des collines. Il est conduit par le préfet Saliou Odoubou et vise à ramener la paix, mais surtout la cohésion sociale. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, les différentes élections ayant précédé l'arrivée de notre préfet à la tête du département de collines étaient sujets à des violences. Et quelques jours après son installation à la tête du département des collines,
Il a pris des initiatives de pacification qui se sont soldées par un certain nombre de recommandations. Je voudrais en votre nom à tous remercier très sincèrement Monsieur le Préfet pour les diligences qu'il a eu à observer pour la tenue de la présente assise. Ces énièmes séances tenues dans les communes de Savé et de Banté marquent une avancée dans les nombreuses démarches menées en vue de l'atteinte des objectifs. Ces dernières rencontres ont réuni à chaque étape autour des organisateurs, des responsables religieux, les forces de sécurité et de défense, des leaders politiques ainsi qu'une frange de la population. Cette activité vise à promouvoir le dialogue social, conscientiser les populations sur la culture de la tolérance et assurer le maintien de la paix, prévenir ou résoudre les situations conflictuelles liées aux joutes électorales pouvant conduire à des frustrations ou aux violences, contribuer à faire retrouver au département des Collines et à la commune de Savé son flambeau de région hospitalière et pacifique. Dans cette aventure pour pacifier la région, l'autorité préfectorale a bénéficié de l'accompagnement de l'Institut pour la gouvernance démocratique ainsi que de l'ambassade des Pays-Bas. Grâce à ses partenaires, des comités de pacification ont été mis en place dans 28 sur les 60 arrondissements que compte le département. Les creusets fonctionneront à travers l'animation de groupes de discussion créés à cet effet. Je voudrais saluer le modèle retenu pour le règlement ou pour la quête de la cohésion sociale. Le modèle de l'Abra Palab, appelé en Nago Batu, et qui vise à puiser dans les mécanismes traditionnels de règlement de nos situations de crise, dans nos familles, dans nos sociétés, pour trouver les solutions les plus durables pour les problèmes qui se posent à l'être humain ou à nos sociétés. Et chaque Batu que nous avons appelé Abra Palab se compose ainsi qu'il suit. 3 représentants de l'élite locale et de la diaspora. À ce niveau, il s'agit de désigner d'office le chef d'arrondissement et 2 cadres au niveau local. 3 représentants des chasseurs, 2 représentants des leaders religieux, toujours par arrondissement, 2 représentants des chefs traditionnels, 2 représentants des associations de femmes, 2 représentants des associations de jeunes, et 1 représentant de chaque parti politique, toutes tendances confondues. Les échanges des membres dans les différents groupes vont permettre de définir des stratégies en vue de sensibiliser les populations à l'adoption de comportements responsables. Le but principal est de calmer les ardeurs des uns et des autres, amener les citoyens des différentes villes de la région à cultiver le vivre ensemble et à accepter les divergences d'opinion pour ensuite pouvoir passer les périodes électorales dans le calme et sans incident. Et pour finir, la 8e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Bénin s'est ouverte ce lundi à Cotonou. Elle est organisée du 7 au 9 novembre 2022 avec plusieurs points à l'ordre du jour. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Ingrid Day, Henri Ganti. C'est une rencontre entre les experts de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les membres du comité de direction du ministère de l'économie et des finances, puis les représentants des ministères impliqués dans les actions communautaires. Un rendez-vous consacré à l'examen des programmes et projets de l'UEMOA au Bénin au titre de l'année 2022. Il est question pour ces participants de faire le point de la mise en œuvre des actes communautaires et d'apprécier le niveau d'avancement des projets dans les différents secteurs ciblés. Cette année, nous allons encore une fois évaluer les performances du Bénin en termes de gouvernance économique et convergence. Je peux vous rassurer que le Bénin s'est bien préparé à cet exercice. Les enjeux sous-jacents de l'exercice de ce jour sont importants. Il s'agit notamment pour les 2 parties d'échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord au cours de l'atelier régional tenu à Abidjan du 18 au 22 juillet 2022 afin de ressortir la performance réalisée par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette rencontre, qui a sa 8e édition, témoigne de la volonté manifeste des plus hautes autorités de l'institution à faire de l'intégration régionale une réalité. Au total, 9 projets sont passés en revue
Au cours des 3 jours de travaux dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de l'eau, de l'énergie, du commerce et bien d'autres. Pour assurer un développement harmonieux et équilibré des pays membres de l'espace UEMOA, des programmes et projets communautaires sont identifiés, conçus et mis en œuvre à l'échelle régionale et au sein de chaque État membre. Conscient des enjeux de ces initiatives, notre pays, le Bénin, à travers la stratégie 3, pilier 2 de son programme d'action 2021-2026, a mis résolument l'accent sur le renforcement du cadre macroéconomique et l'intégration régionale. La 8e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin sera sanctionnée par l'adoption et la signature d'un mémorandum. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.